Ok. Bonjour, je m'appelle Adrien Bio, je suis interne en 7e semestre en anesthésie et réanimation, un stage en réanimation chirurgicale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un stage junior qui traite du score ASIA qui est encadré par le docteur Rodriguez Aurore, avec l'aide également de Florence Martinez, une des kinésithérapeutes du service. Le score ASIA, pour commencer et pour introduire quelques données d'épidémiologie, c'est un score qui a été développé dans le cadre du traumatisme vertébro-médulaire. C'est une pathologie relativement fréquente, puisqu'on compte environ 115 000 cas par an en Europe, qui va concerner deux populations d'âge extrême, une population plutôt jeune, qui va être sujette à des accidents de la voie publique asymétriques élevés, et une population âgée, dans le cas plutôt de chute. C'est une pathologie qui pose un véritable problème de santé publique, du fait d'une part du handicap engendré, et d'autre part du coût socio-économique. On a une étude ici qui a été publiée dans le Lancet en 2019, qui est issue du Global Burden of Disease, qui est une étude menée à travers le monde pour recenser l'incidence, la prévalence des différentes causes de mort et de mortalité, et ceci dans les différentes régions du monde. Et on voyait que, du coup, en 2016, on a eu une incidence globale à travers le monde d'environ 930 000 patients qui subissaient un traumatisme vertébro-médulaire, dont 19, quasiment 20 000 en France, ce qui menait à une prévalence pour la même année d'environ 640 000 patients sur le territoire français. Dans cette même étude, il y a notre graphique qui en est tiré, qui montrait que dans nos régions d'Europe de l'Ouest, on le voit sur la gauche du graphique, c'est une des régions où la colonne est la plus haute, c'est-à-dire que c'est une des incidences les plus élevées. Et comme je vous le disais précédemment, les deux étiologies qui sont le plus pourvoyeurs du traumatisme vertébro-médulaire, ça va être en 1 en bleu les chutes, et ensuite en numéro 2 en violet les accidents de la voie publique. Là, on a une autre étude qui a été publiée donc, en 2010, qui comparait là aussi l'incidence du traumatisme vertébro-médulaire dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. Et de 1990 à 2009, et qui rapportait une moyenne d'âge de ces patients d'environ une quarantaine d'années dans les pays développés, avec un sexe ratio qui était en faveur d'une surreprésentation masculine, vu qu'on avait globalement 4 hommes pour une femme qui était concernée par cette pathologie. C'est donc du coup dans ce cadre-là, de traumatisme vertébro-médulaire, une pathologie qui est fréquente avec une population qui est jeune, qui va survivre au traumatisme initial avec une prévalence qui augmente d'année en année, que le score ASIA est utilisé. Ce score, c'est un score clinique qui a été créé en 1982, et de nombreuses révisions qui ont été réalisées. La dernière date de 2019. C'est en quelque sorte le gold standard pour l'évaluation du blessé médulaire. C'est un score qui est clinique, qui va nous permettre de définir un niveau lésionnel, une topographie de l'atteinte et donc un pronostic, qui permet l'évaluation initiale du patient et également son suivi afin de voir si oui ou non il y a une récupération potentielle. Donc là, il y a des fiches de score ASIA que je vous ai fait passer là, que vous devez avoir en papier devant vous. C'est un score qui se présente comme ceci. On va voir après comment on va faire pour l'évaluer de manière optimale. Déjà ici, qui pense savoir faire de manière optimale ou un score ASIA? Le but c'est que vous ressortez d'ici en ayant les grandes lignes, plus ou moins des outils pour avoir un examen plus précis, évaluer de manière fiable le niveau lésionnel du patient et sa classification AIS. Déjà, pourquoi le score ASIA est-il un bon score? On va le voir, c'est un score clinique, on l'a dit précédemment, qui est objectif, fiable, reproductible, sensible et valide. C'est le score qui revient de manière quasiment systématique dans les différentes études qui traitent du traumatisme vertébro-médulaire. C'est un score qui a une forte reproductibilité inter- et intra-examinateur, reproductibilité qui a été étudiée au travers de nombreuses études, dont je vous en présente une ici qui a été publiée en 2008, qui avait pour but d'évaluer la reproductibilité inter-examinateur et intra-examinateur. Il y avait 16 examinateurs qui évaluaient 30 patients. Enfin, chaque examinateur évaluait 3 patients, puis ensuite réévaluait plus tard un seul patient, et on regardait la reproductibilité inter-examinateur qu'on voit ici, qui est très proche de 1 avec un intervalle de confiance à 95% assez serré, et ici intra-examinateur qui est aussi très proche du chiffre 1. Une seconde étude qui traite de ceci, là c'était 2 examinateurs qui évaluaient 15 patients,
On voyait qu'il y avait des coefficients kappa qui s'approchaient de la tranche 0,8, 1. Un peu moins bien que l'étude précédente, mais c'est des coefficients qui étaient acceptables. C'est un score qui est reproductible, qui est objectif, mais qui nécessite quand même un peu de pratique. Là, c'est une petite étude où on avait 5 examinateurs qui évaluaient 5 adolescents avant un entraînement à la réalisation du score ASIA et après un entraînement à la réalisation de ce score. On voit que on a des coefficients intraclasses qui sont relativement élevés et surtout des écarts qui vont se resserrer après l'entraînement à la réalisation du score ASIA. Au final, comment on fait pour calculer le score ASIA? C'est un score qui va se faire via un examen en 3 temps. Un examen sensitif, un examen moteur et enfin un examen périnéal. L'examen sensitif, il va avoir pour but de tester 2 éléments, le toucher léger et la piqûre, et ceci au travers de 28 points clés à droite et à gauche, en utilisant l'ajout du patient comme étant la référence et en faisant un déroulé de l'examen, les yeux fermés. Dans un premier temps, le toucher léger, qui va s'évaluer via une mèche de coton ou un bâtonnet avec un coton au bout, et on va avoir une cotation qu'on va pouvoir classer en 0, 1 ou 2. C'est pas un plus ou un moins la réponse, c'est un 0, un 1 ou un 2 qu'on va remplir dans la fiche ASIA. Le 0, ça correspond à un patient qui n'arrive pas à faire la différence entre être touché et ne pas être touché. Le 1, c'est un patient qui sent qu'il est touché, mais qui a une sensation qui est différente de celle qui est au niveau de la joue, qui est la référence comme on l'a dit précédemment. Et le 2, c'est un patient qui sent qu'il est touché, et ceci de la même manière au niveau de la joue ou au niveau du dermatome d'intérêt. La piqûre, c'est différent. Donc là, on va utiliser une épingle à nourrice, la pointe pour la piqûre et la tête de l'épingle à nourrice pour le toucher. La référence, encore une fois, au niveau de la joue, puis ensuite, on teste les différents dermatomes d'intérêt en descendant. Le 0, le patient peut sentir qu'il est touché, mais il n'arrive pas à faire la différence entre la piqûre et le toucher. Le 1, le patient arrive à faire la différence entre la piqûre et le toucher, mais sa sensation est différente de celle qui est présente au niveau de la joue. Et enfin, le 2, le patient sent qu'il est touché, et la sensation de piqûre est la même que celle au niveau de la joue. Donc là, on voit de manière un peu plus précise les différents points d'intérêt à évaluer au niveau sensitif. Donc là, vous voyez C2 en arrière de l'oreille jusqu'à T12 au niveau de la ligne inguinale. Et ensuite au niveau du membre inférieur. L'examen moteur en suivant, c'est un examen qui va se faire en position couchée sur le dos, qui va avoir pour but d'évaluer 10 groupes musculaires, 5 au niveau du membre supérieur et 5 au niveau du membre inférieur. Ces groupes musculaires, ils vont être évalués via la classification MRC que vous avez ci présente, qui s'échelonne de 0 à 5. Et lors de l'évaluation motrice, on va commencer systématiquement par la cotation numéro 3 et on va évaluer la possibilité du mouvement dans son amplitude totale. On a fait une petite vidéo avec Florence, la kiné du service, pour vous montrer comment on faisait pour évaluer les différents muscles de manière optimale. On s'est dit que ce serait plus parlant que d'écrire tout ça à l'oral. Hop. C'est 5, 23. Pardon. C'est 5, 23. C'est 5, 23. Venez toucher l'épaule avec moi. C'est 5, 24 et 5. Venez toucher l'épaule avec la main, je résiste. C'est 5, 22. Venez toucher l'épaule avec la main. C'est 6, 23. Étendez le poignet comme ceci. C'est 6, 24 et 5. Tendez le poignet comme ceci, je résiste. C'est 6, 22. Tendez le poignet. C'est 7, 23. Tendez le coude. C'est 7, 24 et 5. Tendez le coude. C'est 7, 22. Tendez le coude. C'est 8, 23. Pliez les doigts. C'est 8, 24 et 5. Pliez les doigts, je résiste. C'est 8, 22. Pliez les doigts. Et 1, 23. Écartez le petit doigt. C'est 1, 24 et 5. Écartez le petit doigt.
T1, grade 2, écartez le petit doigt. Membre inférieur. L2, venez toucher le genou avec la poitrine. Grade 3, venez toucher le genou avec la poitrine, je résiste. Grade 4 et 5. L2, grade 2, remontez le genou. L3, grade 3, tendez le genou. L3, grade 4 et 5, genou tendu, je résiste. L3, grade 2, tendez le genou. L4, grade 3, remontez le pied comme ceci. L4, grade 4 et 5, je résiste. L4, grade 2, pour ramener les orteils vers vous. L5, grade 3, étendez le gros orteil comme ceci. L5, grade 4 et 5, étendez le gros orteil, je résiste. L5, grade 2, étendez le gros orteil. S1, grade 3, poussez contre ma main. Grade 4 et 5, poussez contre ma main, je résiste. S1, grade 2, poussez contre ma main. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet examen sensitif et cet examen moteur, la troisième partie, c'est l'examen périnéal, qui est primordial pour la détermination des classifications AIS, qui va rechercher trois éléments qui vont être la contraction anale volontaire, la sensibilité anale profonde et la sensibilité superficielle au niveau des points S3 et S4, S5. Au final, une fois qu'on a fait cet examen clinique, on va essayer de savoir comment déterminer le niveau sensitif, le niveau moteur du patient et enfin le niveau lésionnel. Le niveau sensitif du patient, ça correspond au dernier niveau au niveau duquel j'ai un score qui est égal à 2 avec tous les niveaux au-dessus qui sont aussi égaux à 2 et ceci au toucher léger et à la piqûre et à droite et à gauche. Le niveau moteur, ça correspond au dernier muscle clé qui a une cotation à 3 sur 5, 4 sur 5 ou 5 sur 5 à condition d'avoir tous les muscles au-dessus qui ont une cotation à 5 sur 5. Comme on sait qu'il y a 5 muscles testés au niveau du membre supérieur, 5 au niveau du membre inférieur, si mon dernier niveau sensitif il est au niveau thoracique, on considère que le dernier niveau moteur il est égal au niveau sensitif. Et au final, du coup, le niveau lésionnel, c'est le dernier niveau neurologiquement sain. C'est le niveau le plus haut, les 4 niveaux déterminés ci-avant, qui a un niveau normal. C'est-à-dire si j'ai un dernier niveau sensitif qui est en C7 et un dernier niveau moteur qui est en C6, mon niveau lésionnel, c'est donc C6. Et donc ensuite, on pourra déterminer si on a une paraplégie, une tétraplégie de manière plus fine, l'étage qui est concerné. Ensuite, je vais déterminer le caractère complet ou incomplet de la lésion, et c'est là où l'examen périnéal prend tout son sens. Et définit une lésion complète, une lésion qui n'a pas de préservation sacrée, c'est-à-dire qu'elle n'a ni fonction sensitive, ni fonction motrice en S4, S5. A contrario, une lésion qui est incomplète, c'est une lésion qui a une préservation sacrée, c'est-à-dire que j'ai une préservation de fonction sensitive ou motrice, même partielle, en S4, S5. Via tout ça, je vais déterminer ensuite mon échelle AIS, qui est une échelle qui va s'échelonner de A à E. Avec A, les lésions médulaires qui sont les plus sévères, ce sont des lésions médulaires qui sont complètes, c'est-à-dire que je n'ai ni motricité, ni sensibilité, notamment S4, S5, je n'ai pas de préservation sacrée. Ensuite, les lésions médulaires AISB, qui sont des lésions médulaires incomplètes sensitives, il y a une sensibilité qui est au moins partiellement préservée en S4, S5, mais il n'y a pas de contraction anale volontaire, et je n'ai pas non plus de préservation motrice, plus de 3 niveaux sous-lésionnels. AISC, j'ai une lésion médulaire incomplète motrice faible, c'est-à-dire que j'ai soit une contraction anale volontaire, soit une préservation motrice d'au moins 3 niveaux en sous-lésionnel, et avec moins de la moitié des muscles en sous-lésionnel qui ont une cotation supérieure à 3 sur 5. En revanche, si j'ai plus de la moitié des muscles en sous-lésionnel
qui ont une cotation supérieure à 3 sur 5, je vais être AISD, j'ai une lésion médulaire en complète motrice forte. Et enfin, AISE, c'est un examen qui est normal, ce qui présuppose par le passé d'avoir au moins une fois un ASIA anormal. Donc au final, dans un premier temps, j'évalue mon niveau sensitif, puis mon niveau moteur, je détermine mon niveau lésionnel, mon caractère complet ou incomplet de l'atteinte via est-ce qu'il y a une préservation sacrée ou pas, et je détermine ma classification AIS. Les questions à se poser dans l'ordre final, c'est est-ce que j'ai une lésion qui est complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préservation sacrée? Si oui, je suis AIS A. Sinon, est-ce que j'ai une lésion qui est motrice complète, c'est-à-dire que je n'ai ni contraction anale volontaire, ni possibilité de contraction musculaire dans au moins 3 états sous-lésionnels? Si oui, je suis AISB. Sinon, je vais regarder si j'ai au moins la moitié de mes muscles sous le niveau lésionnel qui ont une cotation au moins supérieure à 3 sur 5. Si c'est le cas, je suis AISD. Si ce n'est pas le cas, je suis AISC. Pourquoi au final il y a un intérêt en fait à réaliser ce score ASIA et cette classification AIS? Le score ASIA et la classification AIS, elles vont avoir une forte valeur pronostique, notamment une valeur pronostique péjorative pour les lésions AIS-A. Une première évaluation, elle doit être faite dans l'idéal dans les 72 premières heures suivant le traumatisme. C'est parfois compliqué d'être trop précoce dans les 24 premières heures, du fait d'éléments confondants, à savoir des lésions orthopédiques associées, une douleur importante, ou un patient qui peut arriver sédaté selon la nature de l'atteinte initiale. Ensuite, cette évaluation, elle est à répéter au fur et à mesure du suivi du patient, afin de voir s'il y a une récupération motrice suivant le traumatisme. Il y a des études qui se sont intéressées à la valeur pronostique du score ASIA. Et on voyait que dans cette étude de 2021, qui est une étude de cohorte rétrospective, que le score AIS était la variable la plus fortement corrélée avec une déambulation indépendante. C'est-à-dire, on va voir après, que les patients qui étaient AIS-A, c'était ceux qui avaient le moins de chances du coup de déambuler de manière indépendante au long terme. Et le score AIS, c'est aussi le score qui est le plus associé au risque de trachéotomie pour les lésions cervicales. On voyait dans ces études qui avaient été publiées dans Spine en 2015 que les patients qui présentaient des lésions du rachis cervical qui étaient AIS-A avaient près de 83% de risque d'être trachéotomisés. A contrario, ceux qui avaient des lésions AIS-B-AE au niveau cervical avaient 90% de risque de ne pas être trachéotomisés. Là, c'est une autre étude concernant la possibilité de déambulation indépendante. Et on voyait que les patients qui étaient AIS grade A, 92% n'arrivaient pas à terme à avoir une déambulation indépendante. Là, c'est une méta-analyse qui avait été publiée en 2019 et qui s'intéressait aux critères pronostiques de récupération à long terme. La récupération, c'était défini comme gagner un grade AIS ou un grade à l'échelle de Frankel. Et on voyait là aussi que les patients qui étaient AIS-A étaient ceux qui avaient le moins de possibilités de récupération, avec, on voit là à droite dans le total, les lésions thoraciques qui étaient celles qui étaient élevées d'un moindre potentiel de récupération. Ce score est présente néanmoins des limites, à savoir le fait qu'il soit peu adapté dans le cadre des populations pédiatriques et le fait qu'il n'évalue pas du tout la dysautonomie des patients. Or, c'est une problématique qui est fréquente dans le cadre du traumatisme médulaire. En conclusion, on a affaire à une pathologie qui est fréquente, une incidence d'environ 115 000 cas par an en Europe, avec une prévalence qui se majeure, qui concerne les populations surtout masculines jeunes, qui va être provoquée d'un handicap majeur. Le score ASIA, c'est un score qui est clinique, reproductif, objectif, qui va avoir pour but d'évaluer 3 composantes sensitives, motrices et périnéales. Et le grade AIS va avoir une forte valeur pronostique, avec le moins de potentiel de récupération pour les lésions thoraciques AIS-A et un haut risque de trachéotomie pour les lésions cervicales AIS-A. Et enfin, c'est un score qui n'est pas adapté pour évaluer la dysautonomie, mais qui est peu adapté dans le cas des populations pédiatriques.